Bonjour à tous à nouveau. Merci aux rencontres d'économistes de m'avoir invité. Merci à Claude pour cette intervention. J'espère que les deux vont se compléter, qu'on arrivera ensuite à discuter. Petite introduction, j'interviens aujourd'hui au titre de l'association Ars Industrialis, qui est une petite invention latinisante, mais qui signifie surtout savoir-faire industriel. C'est une association qui a été créée en 2005 par le philosophe Bernard Stiegler, dont l'objet de réflexion est la technique, et puis surtout la technique et le temps, mais c'est aussi de ça que je vais essayer de parler aujourd'hui face à l'automatisation qu'on voit arriver de façon intégrale. Et évidemment standardisante. Je vais essayer de parler un petit peu de ce que va faire Ars Industrialis concrètement sur un territoire, mais j'en parlerai peut-être plutôt dans la discussion. Un territoire qui s'appelle Plaine Commune, qui rassemble, qui est une communauté d'agglomération autour de la Seine-Saint-Denis, qui est pilotée par Patrick Braouzek. Et qui est une réponse à ce que faire, mais je reposerai cette question du que faire quant au fait de prendre acte justement des conséquences de l'automatisation intégrale qui pourrait être produite par les technologies numériques et puis évidemment le traitement algorithmique de toutes ces données massives qui circulent sur le net et qui circulent sur les objets techniques numériques qui nous entourent, puisque ici c'est numérique, la table qui est là-bas elle est numérique, tout est numérisé aujourd'hui, la caméra aussi est numérique. Qui sont numériques mais qui sont aussi produites à échelle hyper industrielle par ces quelques entreprises géantes qu'a cité tout à l'heure Claude. Tout ça dans un affolement du marché, dans une crise aussi de la finance et plutôt à perte pour l'économie générale, puisque le taux élevé de destruction d'emplois génère, on le sait, une situation de misère et une sorte de désintégration sociale dont la toxicité a déjà des effets extrêmement destructeurs. Donc pour dégager des perspectives face à cet état de fait, Ars Industrialis s'implique sur ce territoire en y menant une expérimentation qu'elle appelle la recherche contributive. Donc ce processus s'inscrit évidemment dans les travaux qu'a mené Ars Industrialis depuis plus de 10 ans, en proposant avec l'économie contributive un modèle à la fois micro et macroéconomique qui soit solvable et solidaire et qui s'inscrive dans le temps de la redistribution, dans le cadre plutôt de la redistribution du temps de cerveau disponible laissé par l'automatisation et que j'appellerais moi un temps libéré et même un temps retrouvé. Je ne suis pas économiste, donc je vais essayer d'apporter une approche un petit peu théorique avec l'aide de la pensée de Bernard Stiegler, donc, qui est philosophe. Donc l'automatisation intégrale telle qu'elle peut être développée par ces applications technologiques numériques pourrait recouvrir toutes les fonctions. Je préfère parler de fonctions que de tâches, et tous les métiers que nous connaissons actuellement, donc toutes les fonctions dans les systèmes de production, ce qui produirait, d'après Bernard Stiegler, une société automatique. Société automatique dont lui-même et Ars Industrialis s'attachent à faire une analyse pharmacologique, c'est-à-dire à considérer les effets à la fois positifs et négatifs, toxiques et curatifs, et enfin un terme qu'il utilise beaucoup,
anthropique et néganthropique, puisque l'entropie, c'est le désordre des systèmes, et la négantropie, c'est l'ordre qui pourrait continuer à les maintenir en vie, mais peut-être en changeant le système. L'automatisation, elle peut être aussi libératrice qu'aliénante. Claude a parlé d'aliénation tout à l'heure, selon évidemment l'organisation sociale et économique qui l'entoure, qui est celui de son époque, et la politique qui y est mise en œuvre. Politique comprise ici comme théorie et comme action. Donc ce qui nous intéresse dans cette robotisation et automatisation intégrale, c'est la place de l'humain, ou le rapport entre l'homme et la machine qui s'y instaure, qui se transforme, qui se stabilise ou qui se désajuste. Et on parle actuellement à Ars Industrialis d'hyper-désajustement qui est lié à cette accélération qu'on appelle aussi la disruption. Donc cette transformation et ces stabilisations ou désajustements ont lieu au cours des évolutions de la technique, et la technicisation est considérée comme inséparable du processus d'hominisation ou du processus de l'évolution humaine. J'en reparlerai un petit peu plus loin. Donc, parvenu au stade numérique de cette robotisation et du développement des automates, dans un nombre croissant d'activités qui sont à la fois professionnelles, de loisirs, des tâches de la vie quotidienne, de la vie urbaine, de l'économie mondiale, mais aussi de l'économie personnelle. Vous voyez tous les exemples qu'a donné Claude et toutes les tâches avec lesquelles nous avons des actions et des interactions avec notre environnement et qui passent par des objets techniques numériques. On n'entend pas bien, oui, parce que je te regarde. Toutes ces activités, donc, étant possiblement mises en relation et condensées par la structuration du système technique mondial, qui est le web, avec tous les objets techniques et toutes les applications qui lui sont compatibles et qui sont connectés. Et cela, évidemment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Devenu un espace de publication ou un espace public, un espace d'action et d'interaction, mais largement privatisé, c'est-à-dire non plus public, par les entreprises géantes qui l'ont conquis et dont Claude a parlé de certaines d'entre elles. Alors bien sûr, il y a toujours les usines et les entreprises, les clusters, les hubs, les lieux et les localités de production, de conception et de fabrication, d'autres nouveaux lieux que sont les tiers-lieux, les Fab Labs, mais il y a un rapport de force avec ces formats majoritaires et les puissances totalitaires qui forment ce système et qui sont totalisantes. Et dont même la structuration entraîne d'autres entreprises dans leur modèle. C'est le modèle structurel de Google dont Antonia Casilli, que Claude avait invité, a fait une étude et qui montre que l'organisation elle-même tente à se modéliser sur celle de Google, alors qu'il existe des alternatives, mais qui sont minoritaires, qui sont micro. Donc on constate que toutes les fonctions et toutes les organisations peuvent être prises ou être sous l'emprise de l'automatisation intégrale, qu'on appelle aussi automatisation absolue, et qui sont elles-mêmes insérées dans la simulation numérique et les algorithmes, qui simulent les phénomènes, qui les englobent dans des interactions avec l'interactivité informatique, qui elles-mêmes calculent les paramètres du vivant, tous, y compris ceux de l'intelligence, qui deviennent l'intelligence artificielle, mais que Bernard Stiegler se plaît à appeler la bêtise artificielle, et le calcul devenant le paradigme du fonctionnement étant le paradigme du fonctionnement de la technologie numérique, mais qui est aussi le paradigme de celui du capitalisme, et dont Bernard Stiegler dit que c'est même l'épistémologie du capitalisme. Tout ça a lieu depuis les machines à calculer que sont les ordinateurs à tous les objets techniques de notre environnement, qui devient un milieu technique dans lequel nous évoluons, ou alors dans lequel nous régressons peut-être.
Donc originairement, l'ordinateur est une réplique du cerveau humain et ses dérivés sont ubimédia puisque dans chaque objet, dans chaque chose, il y a un média et donc chaque chose devient un média. Tout cela a été développé grâce aux sciences et aux techniques qui ont délégué à la machine des opérations complexes, nombreuses, dans un traitement de l'information à grande vitesse et par le calcul intensif sur les données massives, ce qu'on appelle le big data. Et cela, évidemment, de façon automatique. Dont d'ailleurs le modèle mathématique est à interroger. Cette modélisation du vivant est-elle une artificialisation exemplaire ? La computation intégrale est-elle compatible avec l'humain ? Jusqu'à quel point l'intelligence humaine doit être déléguée et pour quoi faire ? Et jusqu'à quel point l'intelligence humaine relève-t-elle du calcul alors qu'elle relèverait peut-être de son dépassement ? Et on peut dire que le fonctionnement du cerveau, s'il peut être simulé, peut-il être recomposé ? Mais là aussi, l'intelligence ne se réduit pas au fonctionnement organique du cerveau, qui est synaptique, mais qui est un appareillage avec des règles de l'esprit et dont le raisonnement en est devenu une majeure, qu'on appelle la raison, et en termes scientifiques ou philosophiques, le logos. C'est un processus organisé qui est spécifique à l'humain et qui relève d'une organologie, je parlerai peut-être un peu plus de ce terme, mais qui n'est pas tout à fait le même que celui des machines à calculer. Donc ce que je pourrais dire, c'est que les meilleurs développements machiniques seront bénéfiques lorsqu'ils conserveront une corrélation avec le facteur humain, avec sa facture, avec son geste, avec sa présence, avec son ampleur, avec sa possibilité de réflexivité, et non en le remplaçant au point de l'éliminer. Le temps de l'humain, qui est aussi le temps de la Terre, sont donc à relier, mais peut-être à désynchroniser avec le temps machine, pour que ce dernier ne soumette pas les premiers à la seule cadence de son économie, mais que cette interaction ou interactivité puisse produire des rythmes variés qu'on appelle à Ars Industrialis des intermittences. Et j'y reviendrai largement. Donc je suis peut-être un peu longue, mais je vais revenir à cette problématique de l'emploi et du travail et de l'emploi et du chômage, que je substituerai ensuite à celle de travail dans une société automatique et vers une économie de la contribution. Je vais donc citer quelques extraits de La Société automatique de Bernard Stiegler, qui est paru en 2015 aux éditions Fayard, et qui là aussi donne un état de la situation et quelques chiffres pour compléter ce qu'a donné Claude. En mars 2014, Bill Gates déclarait à Washington qu'avec la software substitution, c'est-à-dire la généralisation des robots logiques et algorithmiques pilotant des robots physiques, des smart cities à Amazon, en passant par les usines Mercedes, le métro, les camions livrant les supermarchés, sans plus de caissières ni de manutentionnaires et peut-être bientôt plus de clients, l'emploi allait drastiquement diminuer au cours des 20 prochaines années au point de devenir une situation exceptionnelle. Puis, à l'automne 2014, paraît en France les résultats de l'étude du cabinet Roland Berger qui annonçait la destruction d'ici à 2025 de 3 millions d'emplois, touchant tout autant les classes moyennes, les emplois d'encadrement, les professions libérales, autant que les métiers manuels. Et ceci représente environ 11% de chômage supplémentaire. Le rapport Pisani-Ferry, qui s'appelait « En France dans 10 ans », 2014-2015, donc il reste 7 ans maintenant, disait que le chômage oscillera vraisemblablement entre 24 et 30%, et dans tous les cas que les études annoncent la disparition définitive du modèle fordo-keynésien qui organisait la redistribution des gains de productivité issus de l'automatisation taylorienne sous forme de pouvoir d'achat acquis à travers les salaires. C'est une immense transformation qui s'annonce, commenter à ça Bernard Stiegler. Pour ces chiffres-là, il ne s'agit que de la France, mais il y a d'autres chiffres plus catastrophiques pour d'autres pays européens qui avaient été donnés par l'Institut Bruegel.
Et ce pourquoi Ars Industrialis dit que la société et l'économie doivent être repensées et réorganisées dans leur fondement même et dans un nouvel ajustement. Alors, si l'automatisation ne peut régresser, que faire et qu'en faire ? C'est ici qu'avec Bernard Stiegler et Ars Industrialis s'introduit une réflexion sur l'emploi qui concerne plutôt l'emploi du temps et pas seulement le rapport employeur-employé ou emploi et chômage. Cela au contraire du rapport Pisani-Ferry qui disait qu'il fallait un retour à la croissance, une baisse du chômage, en disant que le plein d'emploi est l'état normal du fonctionnement d'une économie. Donc, réflexion sur l'emploi qui s'accompagne d'une redéfinition du travail et de toute activité négantropique ou productrice de vie et de la valorisation de sa socialisation qui ne se limite pas à la reproduction de la force de travail pour sa vente sur un marché, mais à de l'invention et de la création et ce qu'on appelle à Ars Industrialis de la capacitation, c'est-à-dire de la production de savoir. Production de savoir qu'on considère d'ailleurs comme une déprolétarisation, la prolétarisation généralisée advenant lorsque tous les savoirs et toutes les activités de l'homme sont passés dans les machines, et c'est bien ce qui peut advenir avec l'automatisation intégrale. C'est donc dans cette perspective que j'appelle vitale qu'Ars Industrialis essaie d'inventer les structures d'une économie contributive et propose une expérimentation concrète sur un territoire, sur ce territoire de pleine commune pour une durée de 10 ans. Je vais dire 2 mots sur ce que c'est que l'économie de la contribution et ce par quoi elle se caractérise. Dans l'économie de la contribution, les acteurs économiques n'y sont plus séparés en producteurs d'un côté et consommateurs de l'autre. La valeur produite par les contributeurs n'y est pas intégralement monétarisable. Elle constitue une externalité positive. Donc cela appelle aussi à d'autres critères d'économie et d'autres modes de comptabilité et de valorisation. C'est aussi une économie des existences, c'est-à-dire que ce n'est pas une économie liée seulement à la subsistance et la récupération qui est basée sur la force du travail elle-même, et uniquement. Que faire donc ? Anticiper, qualifier, alerter, mais aussi proposer, écrivait Bernard Stiegler dans La société automatique, afin d'envisager une façon tout à fait alternative de redistribuer la richesse engendrée par le numérique. Car y a-t-il un autre avenir, un recommencement possible dans le processus d'automatisation intégrale et généralisée auquel aboutit la réticulation numérique planétaire ? Aussi, dit-il, le temps gagné par l'automatisation doit être investi dans de nouvelles capacités de désautomatisation, ce qu'il appelle de la production de négantropie. Et on va voir que la richesse ne provient pas seulement donc des moyens de production, mais surtout du temps humain, s'il est organisé vers une valorisation de sa propre capacitation, qui est ce que Bernard Stiegler appelle un néganthropocène dans le compte à rebours de l'ère de l'anthropocène, qui est un système tout à fait anthropique. L'ère de l'anthropocène, écrit Bernard Stiegler, c'est l'ère du capitalisme industriel au sein duquel le calcul prévaut sur tout autre critère de décision et où, devenant algorithmique et machinique, il se concrétise comme un automatisme logique. D'une logique tout à fait particulière, c'est celle dont j'ai parlé, qui est celle du modèle mathématique, qui est celle des systèmes automatisés par les automatismes numériques. Donc face à ce qui deviendrait une société automatique prolétarisante, il s'agit de générer une culture de la désautomatisation. Et Bernard Stiegler écrit « Le temps libéré par la fin de l'emploi doit être mis au service d'une culture des automates capable de produire une nouvelle valeur et de réinventer le travail.
la culture de la désautomatisation rendue possible par l'automatisation est ce qui est et qui doit produire de la valeur négantropique. Bon, je vais m'attacher à décrire les possibilités de ce temps et de cette nouvelle temporalité et de ces nouvelles articulations et des articulations entre temps humain et temps machine. Alors, Karl Marx écrivait qu'avec le développement de la grande industrie, la production dépendrait moins du temps de travail et de sa quantité que de la puissance des agents mis en œuvre, c'est-à-dire des moyens de production, qui eux-mêmes dépendent de la science et du progrès de la technologie et de leurs applications à la production. Aussi, précisait Marx, le temps de travail ne peut plus être la mesure de cette productivité. Alors, quel est le sens de ce développement? Comment se constitue l'économie basée sur la production, sur le marché ou la marchandisation, tout autant que la marchandisation de la force de travail? Et surtout, que se passe-t-il lorsque la force de travail passe intégralement dans les machines, dans les agents que sont devenus les robots? Que faire quand l'automatisation intégrale annihile la force de travail comme valeur? Comment considérer ce nouveau rapport entre l'humain et la machine? Comment redistribuer l'appropriation des moyens de production ou leur communautarisation? Et Claude a dit que nous menons une réflexion sur les communs avec la volonté d'actualiser leur modèle à la fois organisationnel et économique, puisqu'il y a des communs du communisme et on a eu un début de discussion sur ce sujet. Comment les mettre à disposition? Comment valoriser leur intérêt collectif et public? Et surtout, que faire du temps humain? Donc, comment le considérer? Je dirais pharmacologiquement. Alors, j'emploie du vocabulaire d'Ars Industrialis. Ars Industrialis a produit un vocabulaire qui est disponible en ligne sur son site. Pharmacologiquement, c'est-à-dire à la fois comme poison ou remède. Et c'est ici une nouvelle réflexion sur la libération du temps ou la nouvelle aliénation. On peut aussi se demander ce qu'est le travail, où est-ce qu'il commence. Et je dirais que le travail est une activité transformatrice à la fois de soi et du monde. Et qu'avec Marx, il faut penser à ce qu'il produise de la vie, ou encore avec Bernard Stiegler, de la vie négantropique, de la négantropie et aussi de la vie de l'esprit, car tout travail engage l'esprit et engage la pensée. Alors, pour parler à nouveau un petit peu de technique, dans et avec le travail s'inventent des instruments, des machines, des technologies qui elles-mêmes transforment les matières, ce qu'on appelle les matières premières, et qui produisent de la vie transformée, artificialisée. Cela dans une relation transductive, car elle transforme aussi l'homme qui est normalement inventeur et utilisateur des techniques qui sont propices à sa propre survie. Inventeur ou bricoleur, cela lui est possible lorsque l'organisation sociale lui permet d'être lui-même le concepteur des outils qui lui servent et non celui d'être celui qui les sert. On a parlé d'asservissement, mais aussi on pourrait reparler de servage et de nouvelles formes de servage. Donc, dans son livre « La société automatique », Bernard Stiegler écrit à propos de cette coévolution que depuis l'origine de l'hominisation, la pratique des outils et des instruments désorganise et réorganise les cerveaux et les esprits d'ouvriers et d'instrumentistes en tout genre qui se forment au cours de ces pratiques. Cette réorganisation de l'organique est une organologisation et en cela une artificialisation de l'organe cérébral qui, évidemment, se modifie avec l'hominisation. Il rajoute l'opération de travail ouvre le monde comme un système de traces qui sont à la fois inorganiques et cérébrales. Les processus d'individuation psychique et collective naissent, sont issus et s'élaborent dans cette opération de travail qui passe par tout type d'artefacts, donc par ces outils et ces instruments. C'est donc ce qu'on peut appeler le travail. L'homme a besoin d'outils et d'instruments pour travailler, de techniques.
Et je cite à nouveau Bernard Stiegler, « L'hominisation s'engage d'emblée avec et comme la technicisation de la vie, c'est-à-dire telle que les organes biologiques de l'être vivant technique ne suffisent pas à garantir sa survie et que pour survivre, cette nouvelle forme de vie doit inventer des organes artificiels qui organologisent en retour son organe cérébral. » Je me répète un petit peu. Ces objets techniques qui accompagnent les gestes nécessaires à la survie sont porteurs de mémoire, inscrivent les traces de l'humain dans l'objet et de la technique dans la matière transformée. Plus les techniques se développent, plus elles se complexifient et plus elles impriment dans la technologie d'éléments de la vie humaine, c'est-à-dire de gestes de travail. Ainsi, augmentés et reproduits artificiellement et en grand nombre, les gestes ne sont plus nécessaires, ce sont les machines qui les remplacent. Cela constitue alors une amputation plutôt qu'une augmentation. C'est une prolétarisation et c'est une absence d'expérience, c'est-à-dire de constitution du savoir et du savoir-faire et même de l'ingéniosité dont est porteur chacun de nous, et pas seulement les ingénieurs. Cette productibilité technique advenue au stade industriel, c'est-à-dire devenue reproductible, et la technologie englobant de plus en plus de gestes et avec elle les pensées qui en sont à l'origine et à la cause de ces gestes, car les gestes ne sont pas des réflexes ni des automatismes, ce sont des gestes qui sont issus de choix et de réflexion. C'est, dit Ars Industrialis, la prolétarisation qui advient. Le capitalisme industriel, selon Bernard Stiegler, repose sur la désintégration des prolétaires qui sont ainsi expulsés du processus d'individuation par lesquels les individus sont contributeurs du sens social des affaires, de la vie publique et économique, de la production. Ils sont prolétaires parce qu'on anéantit, on exclut leur possibilité de participation, donc de contribution, qu'elle soit physiologique, physique, pour le travail manuel, ou intellective, ou intellectuelle. Mais on verra aussi que le travail manuel est pris dans cette force de la pensée. Pure force de travail désingularisée, ils deviennent ainsi une marchandise substituable à une marchandise semblable sur le marché de l'emploi et au service de l'organisation qui les aliène. Cela pourrait être généralisé par l'automatisation intégrale si elle devient généralisée. Alors, avec l'automatisation intégrale et générale et par l'algorithmique, les prolétaires sont même utilisés gratuitement au paramétrage de leur propre comportement dans le système machinique qui est autogénéré par les calculs intégrés à tous les objets techniques numériques. Ce que produisent les utilisateurs, ce sont des données qui sont traités par des systèmes auxquels il ne leur est pas demandé de participer ou de contribuer, donc ils ne participent pas à la production, si ce n'est gratuitement, comme l'a montré Claude, et parfois même à leur insu, ni même à la conception des instruments de la transformation de cette matière. Il s'agit alors de savoir comment constituer de nouvelles structures numériques qui désautomatisent et ainsi déprolétarisent les individus et reconstituent du lien social, des groupes, des communautés véritables qui sont basés sur des échanges délibérés et qui ne sont plus pilotés ou contrôlés, mais qui sont porteurs d'une véritable économie au sens large. Alors, avant de poursuivre, je vais faire un petit détour sur ce qu'on appelle le capitalisme 24/7 et pour évoquer la transformation technologique majeure de ces 20 dernières années, qui est la création du web, et ce que cela engendre pour une nouvelle étape de la mondialisation et de la mondialisation économique. Toujours dans la société automatique, Bernard Stiegler écrit « En 1993, l'ouverture au public planétaire du réseau Internet par l'intermédiaire des protocoles du World Wide Web, puis la mise en place des infrastructures appropriées, transformant en profondeur les technologies de télécommunication, ont pour conséquence la réticulation totale des territoires, tous devenant des territoires numériques.
Les territoires deviennent numériques dès lors que leurs habitants sont équipés d'appareils mobiles ou sédentaires compatibles avec les réseaux conformes au protocole Internet. Hommes et machines s'en trouvent reliés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec la planète entière, c'est-à-dire avec les acteurs économiques du monde entier. C'est à peu près à cette période que Jérémy Rifkin publie La fin du travail, c'est en 1995 je crois, puis que Dominique Méda écrit sur la disparition de la valeur travail et ensuite sur la réinvention du travail. Alors, gain de productivité issus des transformations technologiques et des nouveaux stades de l'automatisation, à quoi s'ajoute la réticulation planétaire par le web. La fin de l'emploi appelle la réinvention du travail. Et nous voyons avec Karl Marx et André Gorz que le travail et le temps se pensent indissociablement, mais aussi que le travail est une activité intellective. Donc selon Bernard Stiegler, il faut rendre aux individus l'accès à cette vie intellective que lui suppriment les automatismes que produisent les machines numériques. Et en cela, il faut faire appel au travail tel qu'il se développe hors de l'emploi et comme pouvoir de désautomatisation, c'est-à-dire aller vers une nouvelle conception du travail qui doit elle-même reposer sur un nouveau statut du savoir, de son élaboration et de sa transmission, mais aussi de sa mise en œuvre dans une nouvelle vie économique. Il faut construire un droit du travail comme un nouvel âge de la Noèse, écrit Bernard Stiegler, pour un travailleur sachant, formant des savoirs et accédant ainsi à des saveurs. Alors que les savoir-faire, autant que les savoir-vivre, étant passés dans les machines et les systèmes de communication et d'information avec les machines informationnelles qui les transforment en automatisme sans sujet, la prolétarisation a atteint toutes les formes de savoir. Or, si le travail peut être au cœur de la rationalité et plus généralement de la vie noétique, c'est parce que la raison est le motif consistant de tous les motifs existants de quelque forme de savoir. Et Bernard Stiegler de citer André Gorz disant que le travail doit être compris comme l'activité par laquelle l'être humain extériorise son être. Je vais poursuivre encore quelques minutes en citant à nouveau André Gorz qui écrivait aussi que les progrès technologiques posent ainsi inévitablement la question du contenu et du sens du temps disponible, surtout lorsque le temps disponible l'emporte sur le temps de travail ou le temps d'emploi. Et effectivement, c'est à nouveau ce qui pourrait arriver avec l'automatisation intégrale et les chiffres qui ont été donnés pour les années à venir. Il poursuivait qu'il faudrait civiliser le temps libéré et fonder une culture du temps disponible. Le civiliser, le cultiver, en prendre soin, l'économiser, le valoriser, car c'est le temps qui est libéré, ce n'est plus le travail, écrit Bernard Stiegler. Il faut donc créer une véritable politique du temps, car les savoirs demandent du temps pour se former. Alors, cela suppose une organologie spécifique et impose de repenser de fond en comble les rapports entre diachronique et synchronique, micro- et macroéconomie, bottom-up et top-down, dans un espace de publication nouveau fondé sur ce que Bernard Stiegler appelle la rétention tertiaire numérique, qui sont la mémoire humaine et qui peuvent être engrammées dans les machines. Cela au service d'une nouvelle république avec la constitution d'un droit de la gouvernementalité algorithmique consistant à désautomatiser et à produire de la valeur de cette automatisation. C'est une invention sociale qui doit se produire maintenant, ajoute Bernard Stiegler, et la méthodologie pour Ars Industrialis en est donc des expérimentations territorialisées, le développement de technologies contributives accompagnées d'une recherche contributive où s'articule aussi de la recherche-action pour modéliser une macroéconomie à venir. Cela suppose, écrit Bernard Stiegler, de repenser à travers ces pratiques territoriales les politiques nationales et leur intégration, la politique du travail ainsi réinventée constituant la clé de voûte d'une politique générale de recapacitation ou de valorisation des savoirs ainsi reconstitués.
Alors, ce qu'on appelle le véritable travail, qui avant de devenir une pure force de travail était par excellence cette participation à l'individuation collective, c'est ce qui agence selon des modalités sans cesse recomposées, les dimensions irréductibles de la subsistance, de l'existence et de la consistance. La subsistance, c'est l'ordre immuable des besoins et leur satisfaction impérative, c'est l'impératif de la survivance. L'existence, c'est le fait pour l'homme d'exister, d'être projeté hors de soi, de se constituer au dehors et dans un avenir. La consistance désigne le processus par lequel l'existence humaine est mue et transformée par ces objets ou par laquelle elle projette ce qui la dépasse. Bernard Stiegler écrit, c'est par le travail intermittent des consistances qui n'existent pas et qui sont idéalisées, et en cela rêver, parce que intrinsèquement improbable, que la négranthropie est possible comme réalisation de rêve, c'est-à-dire comme réalisation de possibilités surgies de ces intermittences. Il faut donc défendre le modèle de l'intermittence pour faire de la vie organologique une œuvre négranthropique, cela par la réinvention du travail reconstituant une solvabilisée globale différant l'entropie cosmique. Donc ces intermittences seraient produites par des systèmes de diachronisation avec le temps machinique, par où pourraient se réinventer et se produire de nouvelles capacitations et de nouvelles productions de savoir. On me dit que c'est la conclusion, donc dans la discussion, j'essaierai de parler un petit peu plus de comment peuvent se produire ces intermittences. Ces intermittences ne peuvent avoir lieu que dans des ruptures temporelles face au capitalisme 24/7, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est le rythme de l'économie planétaire. Voilà, je m'arrête.